Pour un membre de la diaspora, quand tu vas venir en Afrique, ça va être super compliqué pour toi. Et il y a une chose que la plupart des membres de la diaspora qui sont venus au Sénégal ou dans les autres pays ne disent jamais. Et je trouve que c'est dommage qu'ils ne le disent pas, parce que ça permettrait à d'autres de pouvoir prendre plus de précautions. Et d'apprendre de C'est que beaucoup, aussi, pensent que c'est l'argent suffit pour réussir en Afrique. Alors que non. Déjà, il y a des gens qui sont ultra riches en Afrique, et déjà pour commencer, et la vie, elle est ultra chère en Afrique. Contrairement à quelqu'un qui vivrait en banlieue française ou belge ou espagnole, c'est pas du tout cher par rapport à la vie à Dakar. À tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast. Salam les amis, j'ai un petit message rapide à vous faire passer. Comme vous savez, 90% de notre audience qui écoute et regarde le podcast ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. J'ai une faveur à vous demander. Si jamais vous trouvez ce podcast utile, intéressant et pertinent, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner en bas. Et en contrepartie, je m'engage à faire de mon mieux pour trouver des invités de qualité et à avoir des sujets de discussion impactants et inspirants. Merci beaucoup, Yadjef Nyofar, et profitez du prochain épisode. Peace and love. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est déjà passé sur le podcast que vous connaissez certainement dans nos débuts. Je pense que c'était notre 7e épisode où on a eu à aborder un petit peu la culture entrepreneuriale, l'industrie du gaming, le solidarisme, le communautarisme et comment les gens doivent trouver des mentors, apprendre pour un petit peu changer leur statut et monter en compétences. Et c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, que je considère comme un mentor grâce à ses idées innovatrices et autres. Donc sans plus tarder, Madiar, merci beaucoup de repasser encore dans notre petit podcast. Écoute, merci Habib, c'est un honneur d'être là. Le plaisir est pour moi, toujours aussi accueillant, toujours aussi souriant. Et toujours prêt à partager. Donc oui, le plaisir est pour moi et je suis ravi d'être là. En tout cas, enchanté et merci de m'avoir réinvité. Et c'est une opportunité pour moi. Non, c'est normal. Merci beaucoup. Quand tu veux, toi, tu es toujours bienvenu. Merci mon frère. Non seulement j'apprends beaucoup, mais je trouve ça comme un cours magistral que tu me donnes gratuitement comme ça. Je sais que c'est pas juste, mais bon. On est ensemble. C'est comme ça. C'est l'objectif. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps depuis la dernière fois qu'on a parlé? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je regarde ton podcast, je regarde tes vidéos sur Instagram, donc j'ai hâte d'en connaître davantage. Écoute, c'est gentil, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu l'aspect gaming, ça a bien poussé puisque il y a une confédération qui a été créée récemment où il y a 24 pays africains qui ont été réunis autour de ça, avec l'accompagnement de l'État du Sénégal. Donc ça, c'est très très bien, ça avance très bien. Mais aujourd'hui, l'aspect gaming, il y a une structuration qui a été mise en place. Donc on a sollicité les éléments locaux pour accompagner ce projet. Et c'est très bien parce que l'objectif, c'était pas que nous on fasse le projet, qu'on soit en avant, mais c'est plutôt de créer un écosystème et de permettre aux acteurs de cet écosystème-là de s'épanouir dans un cadre légal. Donc, chose qu'on a réussi à faire, qui est très bien, et on espère qu'on continuera à apporter de l'eau au moulin avec les opportunités qui peuvent se présenter. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très bien, qui prendra de la valeur certainement d'ici 2026 pour les JOJ, et qui est quelque chose de très intéressant. Et il y a eu aussi pas mal de choses dans l'aspect, tout ce qui est entrepreneurial, puisque entre-temps, j'ai aussi créé un groupe WhatsApp qui s'appelle la diaspora investisseur.
Et ce groupe de WhatsApp, il y a à peu près 200 personnes qui sont intéressées par l'investissement en Afrique, qui sont intéressées justement par ce que je montre sur l'Afrique, puisque ça fait quand même 10 ans que je fais des allers-retours en Afrique, mais ça fait 3 ans que je suis installé. Pendant tout ce temps, je passe plus de temps en Afrique qu'en Europe. Mais là, maintenant, je suis là vraiment définitivement au Sénégal, et j'ai mes projets personnels, des projets communautaires et aussi des projets avec l'État du Sénégal dans certains sujets, comme on a pu le dire en amont. Sur les projets, il y a eu quand même pas mal d'avancées. Ce groupe de diaspora investisseurs, bon, comme on dit, quand on parle d'argent, au moment où il faut sortir l'argent, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas voilà, mais c'est pas grave. Il y a quand même une bonne dizaine de personnes, à peu près 10 ou 12 personnes qui ont investi. On a déjà une cagnotte à peu près de 15 000 € qui est de côté et qui peut servir à des investissements futurs. On a 3 ans pour investir. Donc on continue à grossir la cagnotte, et donc le temps que cette cagnotte-là grossisse, entre-temps, il y a d'autres éléments dans la stratégie que j'avais mis en place, que je commence à mettre en place, parce que j'ai une idée très large, une vision très large de ce que j'ai envie de faire, pour que ça profite aux locaux, mais que ça profite aussi aux membres de la diaspora qui sont à l'extérieur. Il y a aussi l'aspect énergie renouvelable qui fait partie d'un projet qui date de très longtemps. C'est un projet qui est accompagné, en tout cas l'État du Sénégal nous a facilité pas mal de choses, puisqu'il y a l'aspect énergie renouvelable. Il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui l'énergie renouvelable, c'est quelque chose de très intéressant pour les pays, en particulier pour l'Afrique. Et dans ce cadre-là, l'État nous accompagne aussi dans le développement de centrales photovoltaïques, avec la participation, l'accompagnement en tout cas de la Sénélec, qui est la Société nationale de l'électricité, avec qui on discute actuellement, en espérant que les choses se passent pour le mieux. Et il y a aussi les entreprises, à savoir les industries, qui sont très énergivores et qui ont besoin de solutions énergétiques, que nous apportons des solutions à ce sujet-là, sans parler des particuliers et aussi des agriculteurs. Parce qu'un de mes projets, justement, pour la diaspora investisseur, c'est d'investir dans le cadre de l'agriculture, mais sur plusieurs domaines différents. Parce que l'agriculture, c'est pas forcément que la terre. Il y a plusieurs aspects qui peuvent amener à l'agriculture, dans le développement des produits agricoles, dans la transformation de la matière première, dans le trading des matières premières. Enfin, il y a pas mal de choses qui mènent à l'agriculture, dans le stockage des produits agricoles, dans tous ces éléments-là. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Donc, ce projet-là, c'est un projet... le projet solaire, c'est un projet très intéressant. C'est un projet qui va permettre, Inch'Allah, d'ici 2025-2026, de créer au minimum 700 emplois. Quand je dis 700 emplois, c'est sans parler des sous-traitants et autres. Mon travail à moi, en tant que premier directeur général de cette société, qui est la Sen Énergie, c'est de sensibiliser les locaux à la création de structures, de sociétés, sur les poses de panneaux photovoltaïques, sur l'entretien de panneaux photovoltaïques, puisque quand on sera accompagné, nous, par nos investisseurs sur les projets qu'on va installer, on aura besoin de plein de main-d'œuvre pour ça. Sauf que nous, contrairement à d'autres, on a insisté pour que ce soit les Sénégalais qui fassent ce travail-là. Et donc, ça permet aux Sénégalais qui ont une expertise de créer leur propre société, de pouvoir embaucher des gens, des locaux, de pouvoir créer de la valeur autour de ça et d'avoir des contrats que nous leur céderons pour l'installation des panneaux, pour l'installation chez les particuliers, pour l'installation chez les industriels, aussi sur l'installation des champs solaires. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va créer énormément d'emplois, qui va permettre aux jeunes Sénégalais qui ont de l'expérience, de l'expertise, d'avoir leur propre société et de pouvoir se développer, parce que c'est des projets qui sont longs. Et donc, je pense qu'une société qui démarre avec nous
ou les sociétés qui vont démarrer avec nous, sachant qu'on ramène des gros acteurs. C'est des acteurs comme Baeva, par exemple, qui est une société de distributeurs de panneaux photovoltaïques qui fait plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Il y a d'autres acteurs qui nous accompagnent. L'idée, c'est qu'ils viennent s'installer au Sénégal pour pouvoir répondre aux besoins dans l'aspect panneaux photovoltaïques. Mais ça, c'est une bonne idée parce que ça tombe bien déjà parce que le dernier épisode, j'ai reçu un Maï-Aj qui est un auteur d'un livre qui s'appelle Le changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique. Et on a discuté un petit peu des résolutions qui ont été prises lors de la dernière conférence des parties COP28 qui s'est déroulée à Dubaï. Et parmi ces résolutions, c'était de créer un fonds de pertes et de préjudices pour aider les pays qui sont les plus impactés à développer leur mix énergétique et leur pouvoir d'énergie renouvelable. Effectivement. Et on en parlait justement et il me disait qu'au Sénégal, là, on a une puissance électrique de 1500 MW. Et pour qu'on puisse devenir une société industrialisée, il nous faut aller au minimum jusqu'à 25 000 MW. Et je pense que l'installation des panneaux solaires peut contribuer à cet objectif, même si quand on sait tous que les cellules photovoltaïques ou l'énergie solaire a deux problématiques, c'est la faible densité faible densité électrique et aussi l'histoire ou le problème du stockage. C'est quand on absorbe l'énergie solaire, parfois entre le temps de l'utiliser, on peut la perdre si on n'a pas un bon système de stockage mis en place. Et aussi la maintenance, parce que c'est des panneaux qu'on installe, s'ils sont pas bien maintenus, avec le temps, ils peuvent se dégrader facilement. Donc, comment votre projet, votre structure Sen Énergie et vos partenaires vont vous aider à vraiment régler ces problèmes de densité électrique, ces problèmes de maintenance, mais aussi du stockage de l'énergie pour permettre, surtout les populations rurales, parce que je pense que c'est elles qui en ont besoin le plus, surtout pour leurs besoins primaires, satisfaire leurs besoins en électricité. Écoute, merci pour cette question, elle est très intéressante. Et on voit aussi que vous avez une connaissance poussée de l'énergie solaire. C'est très simple, c'est que tout le monde connaît les problématiques qui sont liées à l'énergie solaire, hein. C'est le stockage, c'est le stockage de l'énergie, mais aussi ce qu'on peut appeler les pics, les moments où l'énergie, les moments où l'énergie est le plus fort. Et donc, du coup, comment on fait pour gérer ce moment-là? Donc, nous, on a la chance qu'on a et l'avantage qu'on a aussi, parce que c'est un avantage, je pense, c'est on vient avec des acteurs. On n'a pas la prétention de dire que nous, on va tout faire. Sen Énergie, c'est une société qui a été créée en partenariat avec une société française qui s'appelle Power Energy. C'est une société qui est dans l'Alsace, en France, qui est en Alsace, en France, pardon. Et c'est une société qui est à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui, dans son développement en France, a voulu calquer le même développement énergétique au niveau du solaire ici au Sénégal, parce que justement le besoin s'en ressent. Et pour venir, tout un écosystème a été créé depuis déjà 1 an et demi de travail, hein. C'est quelque chose qui date de très longtemps, pour justement permettre les collaborations de se faire. Donc on vient avec des acteurs très forts. On vient avec des acteurs dans le niveau de la distribution, comme j'ai pu le dire pour Baeva. On vient avec des acteurs au niveau des assurances. Parce que c'est important d'avoir des assurances, parce que c'est des panneaux qui sont assurés sur 25 années pour la plupart. Les onduleurs, on vient avec des assureurs qui sont comme Baeva qui assure les onduleurs 5 années. C'est bien ça. Voilà, 5 années, ce qui permet justement le service après-vente de pouvoir bien se dérouler, puisque les distributeurs seront directement sur le territoire sénégalais et donc les produits seront directement accessibles au Sénégal. Et nous avons beaucoup travaillé aussi, discuté avec eux pour permettre qu'il y ait, si la possibilité avec les EPCistes, de créer justement un environnement où on pourrait nous-mêmes créer nos panneaux solaires ici. Puisque créer un panneau solaire, c'est pas quelque chose de très compliqué.
et c'est très faisable. Ça créerait encore une fois de l'emploi, ça boosterait l'employabilité des jeunes. Ça, ce serait une bonne idée de pouvoir les fabriquer sur place au lieu de les acheter en Chine, quoi. Exactement, c'est l'objectif. Et à côté de ça aussi, on vient avec un acteur très fort au niveau du stockage énergétique de tout ce que les panneaux peuvent, parce ce qu'il faut, c'est faire des études. Quand on fait des études sur le quota d'ensoleillement au Sénégal, on sait que par exemple le pic le plus fort, c'est entre 10 heures et 15 heures de l'après-midi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut maximiser le stockage dans les batteries. Et le stockage se fait aujourd'hui avec des nouvelles technologies qui sont les batteries à inertie. Que je pense que les connaisseurs savent de quoi je parle. C'est des batteries à inertie qui sont faites à base de comment il s'appelle? À base comment il s'appelle, de briques, de ciment et en contenant de mélange de ciment, de pierre et autres, de béton, qui nous permettent aujourd'hui de créer une roue, un peu dans le cadre d'une roue qui tourne dans un sens, avec du fibre de verre tout autour, et ça, une fois enterré, permet de stocker l'énergie pendant 20 heures à peu près. Donc, et cette batterie-là peut durer pendant un certain nombre d'années. L'énergie que vous développez, vous les vendez après à Senelec. Ce sera versé sur le réseau de Senelec, c'est ça? C'est exactement ça. L'objectif, c'est c'est de faire un écosystème où tout le monde peut gagner. Il faut savoir que l'énergie, quand un peuple veut se développer, ce peuple-là devient énergivore. Parce que l'énergie a un lien très, très poussé et très, très affilié à l'économie. Donc, si vous voulez développer un peuple, vous êtes obligé de consommer de l'énergie. Et donc, la population... Le problème qui se passe, c'est que la population se plaint aussi, puisque les moyens économiques sont pas si énormes que ça, et donc se plaint de la montée de l'énergie. Sauf que l'énergie, quand on veut se développer, les coûts ne peuvent pas être en dessous. Et donc du coup, forcément, l'énergie ne fera qu'augmenter. Donc il faudra trouver des solutions, et on fait partie avec beaucoup de modestie, une partie des solutions qui vont permettre, par exemple, pour les ménages, si on installe des panneaux photovoltaïques chez les gens, avec toutes les assurances qui vont avec toute cette sécurité qui va avec, ça leur permet d'avoir de l'autoconsommation. Parce qu'au Sénégal, justement, il y a des lois qui ont été, à cause de cette plainte, à cause du fait que l'énergie est trop chère pour les ménages, l'État a mis en place des lois qui permettent aux particuliers d'autoconsommer, de mettre des panneaux photovoltaïques chez eux et de consommer cette énergie-là jusqu'à un certain niveau. Mais ça, ça peut marcher à condition que les panneaux ne soient pas chers. Exactement. Je ne sais pas combien ça coûte. Voilà, exactement. Et nous, justement, on met en place un système. Je dirais pas système leasing, parce que quand on dit leasing, en Europe on dit leasing, mais quand on dit leasing ici, ça peut être un peu péjoratif. Mais c'est plutôt un système qui permet, par exemple, une famille qui veut payer son kit solaire, on lui donne son kit solaire qui est à lui, totalement à elle, et maintenant nous, les assurances nous payent ce kit solaire que nous donnons à la famille, et cette famille-là paye l'assurance petit à petit en fonction du moyen qu'elle aura mis en place pour pouvoir ensuite, au bout d'un certain temps, avoir totalement la jouissance de son kit. Donc c'est quelque chose qui permettrait, sachant que c'est un système très bénéfique, puisque dans ce système-là, nous sommes là, nous, en tant que Senenergie, pour sécuriser l'entretien, pour sécuriser l'aspect assurance. Et il y a des Sénégalais qui seront formés ici, d'autres seront formés en France. On mettra en place un système avec les partenaires pour former le maximum de jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce monde, parce que c'est un nouveau business. Et dans ce nouveau business, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir changer de métier, ou il y a beaucoup de gens qui vont vouloir rentrer dans ce métier-là, donc il va falloir les former. Donc dans ce process-là aussi, on se prépare et on met en place les choses pour pouvoir accompagner l'écosystème qu'on est en train de mettre en place avec l'aide de l'État et de la Sénélec. Là, j'ai vu que vous avez fait une conférence de presse, une sorte de rencontre pour parler un peu de Senenergie et avec votre partenaire français.
Et du coup, là, vous êtes à quel niveau du projet? Quand est-ce que ce sera lancé? Quand est-ce que ce sera complètement opérationnel? Est-ce que vous avez ces informations ou... Bah, il y a pas mal d'informations qui, pour l'instant, bon, restent encore Ok, ça marche. un peu secret parce qu'on est pas secret, mais on est encore en discussion sur pas mal de choses parce que c'est des éléments qui nécessitent quand même, c'est du temps, ça nécessite pas mal de choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a été reçu par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, qui nous ont écoutés et qui nous ont orientés vers la Sénélec. Et donc, c'est quelque chose pour nous de très positif. Concernant les terrains, aujourd'hui, on est en train de valider les terrains avec les partenaires. On est en train de sélectionner les lieux d'implantation. On est en train de mettre en place les équipes parce que il y a pas mal d'équipes à former. Donc, on commence à former déjà les équipes, que ce soit les équipes commerciaux, que ce soit les équipes de pause, les équipes techniques, tous les éléments nécessaires. On fait les devis sur comment dire, tout ce qui va être études de faisabilité et autres. Donc c'est le travail de fond encore, mais de jour en jour les choses s'éclaircissent et on se dit voilà, les choses sont en train d'avancer. Donc mon rôle, moi, en tant que premier directeur général de cette société-là, c'est aussi de préparer le terrain, ce que je suis en train de faire, de prévenir au maximum les jeunes Sénégalais et Sénégalaises, de leur dire, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, vous aussi préparez-vous, ceux qui ont... Voilà, mon objectif en tant que directeur général de la Sénénergie, c'est pas de m'accaparer, d'embaucher des jeunes dans ma structure ou dans la structure, d'embaucher des jeunes. Non, c'est de créer un écosystème vertueux. Où on pousserait les jeunes à créer leur propre société, parce que l'idée déjà, c'est de les pousser à se structurer et de les pousser à comprendre comment fonctionne l'aspect société. Donc les pousser, parce que beaucoup de gens sont autodidactes et ont beaucoup d'expérience, d'autres sont formés, beaucoup d'expérience. Et le photovoltaïque, vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour savoir le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir été à l'école pour savoir le faire. Et les Sénégalais sont très débrouillards. Donc 80 ou 90% des Sénégalais sauront faire ça. Et il faudra juste les former 15 jours, 20 jours, et les choses se feront. Donc l'idée, c'est de leur dire, attention, vous les jeunes Sénégalais, aujourd'hui, formalisez-vous avec l'administration, mettez-vous en place, composez des équipes. Ça peut être des équipes de 5, ça peut être des équipes de 10, des équipes de 15. Parce que quand on va devoir, par exemple, faire un champ solaire de 30 mégawatts, on aura besoin de plusieurs équipes. C'est pas une équipe, c'est plusieurs équipes. C'est un travail multidisciplinaire. Voilà, donc on a plusieurs projets comme ça, sans parler des projets de bâtiments. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans nos projets de bâtiments, moi, en tant qu'investisseur dans le domaine de l'agriculture, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui avaient des terrains mais qui ne pouvaient pas les utiliser. Et donc, suite à ce constat, j'ai discuté un peu avec les partenaires et j'ai émis l'idée avec mon partenaire sénégalais qui est le président de la société. On a émis l'idée d'aller vers ces propriétaires de terrain qui sont des propriétaires où les terrains sont dans des situations qui peuvent être intéressantes par rapport à l'injection au niveau de la Sénélec, puisqu'il faut que ça soit sur la ligne haute tension de la Sénélec. Voilà. Et donc, sur cette ligne-là, les propriétaires de terrains qui ont eu la chance d'avoir des terrains à certains endroits et qui n'ont pas la possibilité de les exploiter, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, on fait une promesse de bail avec vous, vous nous cédez votre terrain gratuitement, puisque vous l'utilisez pas. Et nous, en échange de ça, on va construire des bâtiments. Par exemple, quand on prend l'exemple de ce que nous faisons sur un projet, 4 mégawatts. 4 mégawatts, c'est 8 bâtiments sur le terrain de 3 hectares, par exemple. Si vous avez un terrain de 3 hectares, on va construire sur ce terrain de 3 hectares 8 bâtiments. Et chaque bâtiment fera 2500 mètres carrés, chaque bâtiment. Et vous en aurez 8 comme ça.
Et une fois que ces bâtiments sont construits, nous, au-dessus de ces bâtiments sur les toits, la société va construire ses panneaux et va injecter son électricité avec la Sénélec. Par contre, les bâtiments qui sont disponibles peuvent être des bâtiments fermés, si vous avez les moyens de les fermer. Sinon, ce sera des bâtiments ouverts, mais qui vous seront totalement donnés gratuitement. C'est-à-dire que le propriétaire de terrain, il pourra disposer gratuitement des bâtiments et pouvoir créer un business dans ces bâtiments-là. Ça peut être du stockage, ça peut être, de la culture sous serre, ça peut être de l'élevage sécurisé, parce que les bâtiments permettent que votre business soit sécurisé. Et du coup, vous pouvez vous développer. Et au final, vous avez un contrat et vous pouvez développer un business ou plusieurs business pendant 25 ans, puisque le contrat avec la Sénélec, c'est 20 ans ou 25 ans, ça dépend. Et donc, pendant 25 ans, vous avez le temps de vous enrichir, vous avez le temps de mettre les choses en place. Et en plus, à la fin de ces 25 années, le terrain vous est cédé et tout ce qui est sur le terrain vous est cédé aussi gratuitement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant pour les agriculteurs. Et même, en même temps, ça nous permet aussi, pour ceux qui sont, c'est pour ça justement que je pousse beaucoup de membres de la diaspora à venir avec nous dans le cadre de l'investissement, parce que ces bâtiments-là, quand ils vont être disponibles et que le propriétaire du terrain a ces bâtiments, il a besoin de cash flow pour entamer un business. Vous pouvez venir tout de suite, vous savez qu'il y a des choses concrètes qui sont là. Il y a le terrain qui est là, qui est concret, il y a les bâtiments qui sont là, concrets. Si vous avez 10 millions, 20 millions à investir, vous pouvez déjà commencer par faire un élevage de moutons. Vous savez très bien que l'élevage de moutons dans les bâtiments, vos animaux sont sécurisés et vous savez que vous allez bien vendre. Donc, vous sécurisez, si vous voulez faire des poulaillers, vous sécurisez, si vous voulez, peu importe, mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est dans ce cadre-là aussi que je pousse les membres de la diaspora aussi à s'éveiller, à comprendre comment les choses ils sont en train de se passer et à ne pas venir aussi en Afrique en pensant juste entrepreneuriat, mais peuvent venir aussi en Afrique, créer des sociétés, mais gagner des parts de marché sur des choses comme celle-là, en partenariat avec des locaux. Non, c'est des bonnes idées et j'espère qu'elles vont toutes aboutir parce que ça va aider beaucoup de jeunes et beaucoup de gens locaux aussi. Il y a un fil conducteur qui revient souvent dans tes propos, c'est qu'il y a cet aspect de vouloir impliquer les autres, de vouloir en fait partager ce que tu es en train de construire avec les autres. Et ça, c'est une cause noble. Et je vois ça aussi dans tes prises de parole, que ce soit sur ton podcast ou sur les lives que tu fais parfois. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton podcast? Quels sont les sujets que tu entames? Bon, ça tourne autour de ce qu'on est en train de faire, l'entrepreneuriat, l'investissement. Mais quel est le message principal que tu cherches vraiment à véhiculer aux jeunes et à la diaspora, surtout les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer? En vérité, on peut tous s'enrichir ensemble. Il suffit juste qu'il y en ait un qui ne voit pas plus gros que son ventre et qui n'est pas qui n'essaye pas de s'accaparer de toute la richesse au détriment des autres. C'est juste ça. Et tout, sinon, sur le cheminement, on peut tous s'enrichir. Moi, mon objectif vraiment, c'est de permettre d'être un canal, en quelque sorte, le chemin par lequel beaucoup de gens peuvent passer pour s'enrichir. Ça, c'est mon objectif principal. On va dire, c'est mon objectif de vie. C'est-à-dire être un canal par lequel les gens vont trouver satisfaction dans ce qu'ils veulent faire et ils vont trouver en moi une solution pour leur réussite. Ils vont trouver en moi une solution pour ce qu'ils voudraient entreprendre. Effectivement, nous, sur le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai décidé de communiquer parce que je fais beaucoup de choses sur beaucoup de trucs, mais j'en parle pas parce que souvent on est dans des choses qui ne peuvent pas être montrées ou dans des endroits où tu ne peux pas trop montrer. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en montrer parce que depuis mes 3 années au Sénégal, j'ai fait pas mal de constats et certains d'entre eux sont très alarmants. Et j'ai qu'une envie, c'est de faire de sorte que ce soit les jeunes Sénégalais entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais entrepreneurs qui sont déterminés et qui veulent vraiment s'en sortir et qui sont déterminés, mais ils ne trouvent pas le chemin. Et il y a ceux-là qui m'intéressent. Il y a de l'autre côté aussi la diaspora qui est déterminée à s'en sortir, parce qu'il ne faut pas croire que la diaspora, tout se passe bien en Europe. Non, c'est galère. Je pense que je pense que tu en sais quelque chose aussi. Et cette diaspora-là, elle n'a qu'une envie, c'est de venir en Afrique, sauf qu'elle vient en Afrique
par la mauvaise manière. Elle vient le cheminement pour venir en Afrique, c'est pas la bonne. Et en plus de ça, elle vient en Afrique en pensant que sa venue en Afrique suffirait pour réussir. Alors que c'est pas du tout ça. Pour un membre de la diaspora, quand tu vas venir en Afrique, ça va être super compliqué pour toi. Et il y a une chose que la plupart des membres de la diaspora qui sont venus au Sénégal ou dans les autres pays ne disent jamais. Et je trouve que c'est dommage qu'ils ne le disent pas, parce que ça permettrait à d'autres de pouvoir prendre plus de précautions. Et d'apprendre de c'est que beaucoup, aussi, pensent que c'est l'argent suffit pour réussir en Afrique. Alors que non. Déjà, il y a des gens qui sont ultra riches en Afrique, et déjà pour commencer, et la vie elle est ultra chère en Afrique. Contrairement à quelqu'un qui vivrait en banlieue française ou belge ou espagnole, c'est pas du tout cher par rapport à la vie à Dakar. Ça c'est une chose. Ensuite, quand ils viennent en pensant peut-être qu'ils vont changer la donne, qu'ils vont apporter quelque... alors que non. Déjà, quand on vient au Sénégal, il faut être modeste, il faut venir dans le but de rendre service. Rendre service aux Sénégalais ou aux Sénégalaises, parce que quand vous avez l'ambition de créer une société, vous avez envie de rendre service. Donc, vous rendez service à cette communauté-là, vous avez intérêt à être modeste, parce que si vous n'êtes pas modeste, cette communauté-là à qui vous voulez rendre service n'en aura rien à cirer de votre service. Donc déjà, ça, faut le comprendre. La deuxième chose, c'est que la diaspora vient avec de l'argent, parfois beaucoup, et les dilapide, et en moins de 2 se retrouvent dans des situations tellement catastrophiques qu'ils finissent par repartir, ou certains sont même dans des situations plus terribles que ça, parce que il y en a qui n'arrivent même pas à survivre au Sénégal, alors qu'ils sont arrivés avec des moyens, la belle vie au début, des belles voitures au début, etc., les sorties, et du jour au lendemain, bouf, ils se retrouvent vraiment dans des situations critiques où ils peuvent même plus retourner en France pour certains d'entre eux, parce qu'ils peuvent pas retourner. Déjà, ils ont pas d'argent. 2, ils ont quitté la France, ils ont laissé leur appartement, donc ils ont plus d'appartement, donc ils savent plus où aller. Et 3, ils ont honte aussi, comme le Sénégalais qui quitte le Sénégal, qui va en France, qui a honte de rentrer au Sénégal parce qu'il a pas gagné sa vie. Ouais. Et le Sénégalais qui a quitté la France parce qu'il vient en Afrique, et quand ça se passe mal, il a honte de repartir parce que sa famille va lui dire que t'as échoué, t'as voulu faire le malin, ou t'as voulu faire la maline, on t'avait prévenu, maintenant, voilà. Donc, moi, l'idée, c'est de casser tout ça. Comment je peux casser tout ça? C'est très simple. J'ai écrit pas mal de e-books. Je suis à peu près à 200 e-books. Je sais que c'est énorme. On me dit tout le temps comment tu as pu écrire autant de e-books. Mais j'ai en fait voulu, pour chaque sujet, écrire des e-books en collection, parce que ce que je veux, c'est pas que les gens lisent un livre et qu'ils reposent dans leur bibliothèque en se disant tiens, je l'ai lu. Non, c'est des e-books par épisode où je veux qu'à chaque fois que tu finis la première épisode, que tu l'appliques dans ta vie avant de passer à la deuxième épisode. Parce que c'est quelque chose qui foncièrement va aider tout entrepreneur ou entrepreneuse à comprendre le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'en tant que autodidacte, il y a des éléments qui vont forcément, que j'ai vécu, qui échappent totalement à quelqu'un qui a été formé. Donc, ces éléments-là, c'est des éléments qui sont incontournables pour quelqu'un qui veut venir s'installer en Afrique. Donc, il faut connaître l'écosystème, il faut connaître l'environnement, il faut savoir se situer dans son environnement, il faut savoir déjà dans quoi investir avant de venir. C'est pour ça que j'ai mis en place justement un questionnaire. Et l'objectif de ce questionnaire-là, c'est vous avez envie d'investir en Afrique, mais préparez-vous avant. Préparez-vous, il suffit pas d'avoir de l'argent pour investir en Afrique. Il faut se préparer mentalement, il faut se préparer psychologiquement, physiquement, intellectuellement. Pour ça, même si vous avez 50, 100 000 euros à investir, allez d'abord acheter les e-books, allez d'abord vous renseigner sur les e-books qui vont vous donner des éléments clés qui vont pas vous coûter cher, mais qui vont vous préserver de quelque chose de plus cher. De la honte, de la dilapidation de vos biens, de pas mal de choses. Ça, c'est par rapport aux e-books que je mets en place qui peuvent être disponibles pour les membres de la diaspora, mais aussi pour les locaux. Et de l'autre côté, j'ai sélectionné à peu près 50 jeunes ici au Sénégal, universitaires. L'objectif, c'est que former ces 50 jeunes justement avec les e-books pour qu'ils comprennent le monde de l'entrepreneuriat de la même manière et qu'ils comprennent la mentalité des membres de la diaspora. Parce que dans les e-books, il y a aussi des e-books sur la mentalité de la diaspora, le retour de la diaspora, la mentalité des locaux, etc. Donc il y a pas mal de sujets de e-books
qui font que, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de réconcilier le Sénégalais entrepreneur local avec le Sénégalais entrepreneur de la diaspora. Mais est-ce que tu peux enterrer rapidement sur la comparaison entre les deux mentalités? Je pense que ce serait intéressant. Oui, les mentalités, en fait, si tu veux, le Français, quand il arrive, souvent, il est hautain, il pense qu'il va venir et que le Sénégalais, il n'a pas vraiment besoin du Sénégalais, qu'il aura besoin du Sénégalais que dans le cadre du service ou dans le cadre de donner des ordres pour aller dans des sujets. Alors qu'il y a des Sénégalais qui ont beaucoup plus d'expertise que eux ici. Et ça, ils ont tendance souvent à l'oublier. Ouais, et le fait d'être hautain, ils passent à côté de ça. Moi, j'ai vu attention, le Sénégalais, c'est l'Afrique en général, hein, mais le Sénégalais, il a une expertise de malade. Ouais. Il est bien éduqué, tu vois, il a une expertise de malade. Tu peux pas venir ici. Et puis, le Sénégalais, c'est quelqu'un de très susceptible. Pourquoi? Parce que le Sénégalais, si t'es humble avec lui, il va tout te donner. Mais si tu es hautain et que tu veux faire le plus sachant, il va te montrer qu'il parle le français mieux que toi. La citation disait, quoi, rabaisse-toi et on t'élève, élève-toi et on te rabaisse, quoi. Exactement. Et ce que j'essaie de faire comprendre la plupart, surtout dans l'e-book, c'est si tu souhaites obtenir quelque chose, il faut donner son équivalent. Donc, tu peux pas espérer gagner de l'argent au Sénégal si tu mets pas en place une structuration, quelque chose qui permettrait aux Sénégalais de s'y retrouver. Parce que c'est aussi ça le problème. Et la mentalité du Sénégalais local vis-à-vis de la mentalité du Sénégalais de la diaspora, c'est que le Sénégalais local, il a une certaine forme de a raison, hein. C'est pas du tout un problème, c'est que il voit au Sénégalais qui vient beaucoup de dédain, qui viennent et qui souvent viennent dans des conditions et les narguent ou se mettent dans des situations où plutôt que de partager l'expertise avec eux, préfèrent plutôt les utiliser que de les faire monter. Mais il y a aussi dans ça le problème que je dis souvent, c'est que les locaux ont malheureusement été victimes des non-éduqués et des non-formés. Et les membres de la diaspora ont été dupés à cause du fait de leur ignorance à eux aussi et de leur manque de formation. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'écosystème entrepreneurial en Afrique, qui n'a jamais entrepris en Afrique, qui ne sait pas par où entreprendre, qui vient en Afrique et qui s'associe à quelqu'un qui n'a jamais entrepris en Afrique et en Afrique, même s'il le connaît, bon, c'est sûr que ça va échouer. C'est le cadre parfait, donc, quoi. Voilà, c'est le cadre parfait pour échouer. Et moi, justement, ce que je veux montrer, c'est que il suffit juste de décaler la balance, il suffit juste de décaler le système et de former les Sénégalais sur l'entrepreneuriat, qui comprennent, ceux qui sont déjà dedans savent et qui comprennent la mentalité, et que ceux de la diaspora aussi connaissent la mentalité. Pourquoi? Parce que une fois que ce système est mis en place, et justement Madière Smart Consulting, l'objectif c'est ça, c'est d'être le pont. Parce que dans notre expertise, on a la capacité de donner des modèles économiques, d'accompagner les gens dans la stratégie et autres, et de pouvoir leur donner tout un système leur permettant de pouvoir mieux entreprendre. Donc, quelqu'un qui veut investir, par exemple, un membre de la diaspora qui veut investir au Sénégal, bah, nous, l'objectif, c'est de dire, bon, t'as lu nos e-books, tu sais comment ça se passe, t'as compris déjà, t'as répondu au questionnaire, on va te mettre en relation avec quelqu'un comme toi, mais qui est sénégalais, qui a grandi au Sénégal, qui a lui aussi lu nos e-books, qui a compris, qui a répondu au questionnaire, qui est entrepreneur, et vous avez le même mindset. Déjà, si vous avez tous les deux le même mindset entrepreneurial, en plus d'être sénégalais, déjà, vous allez apprendre l'un de l'autre, parce que toi, tu vas ramener en tant que membre de la diaspora une expertise qu'il n'a pas, et lui, en tant que Sénégalais, il va te donner une expertise locale que tu n'as pas. Donc, c'est le meilleur moyen de réussir si les choses sont bien faites. C'est le match parfait, quoi. C'est le match parfait. Et en plus de ça, le membre de la diaspora peut prendre tout son temps avant de venir s'installer au Sénégal, parce que, étant avec un associé parfait, il peut prendre le temps de mettre en place sa venue au Sénégal, en mettant tout ce qu'il faut pour pas laisser son appartement comme ça, en partant rapidement, en mettant les choses en place pour comprendre le moment idéal pour venir. Ainsi, former aussi mentalement ses enfants, former mentalement sa famille à la venue au Sénégal, venir en vacances, voir que le projet avance au fur et à mesure, et ensuite de venir s'installer et de rester. Parce que venir s'installer,
c'est pas de venir et au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, on finit par se rendre compte qu'en fait, c'est pas pour nous, on repart. Le mieux, c'est de faire comme nous, on pense que c'est bon de faire. Parce que moi, je suis pas venu m'installer au Sénégal du jour au lendemain. J'ai fait 10 ans d'aller-retour avant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets en place des choses qui sont structurées parce que j'ai compris l'écosystème dans lequel j'évolue. J'ai compris les individus avec qui j'évolue. Eux aussi, ils me comprennent. Je comprends leur manière de plaisanter. Ils comprennent ma manière de plaisanter. Et j'ai intégré leur psychologie. Ils ont intégré la mienne et ça se passe très bien. Parce qu'en France, c'est un Français, quelqu'un qui a grandi en France, en Espagne, quand il veut faire quelque chose, il va prendre son téléphone, il va vouloir que ça soit fait tout de suite. Alors que quand tu vas appeler un Sénégalais, même si c'est urgent, tu es obligé d'abord de dire comment tu vas, la famille, les enfants, tout ça, tu es obligé de jouer l'aspect développement personnel avec lui avant de pouvoir parler du business. Oui, parce qu'en fait, le personnel vient avant le business, ou bien les deux, ils sont liés, quoi. Tu peux pas faire business avec quelqu'un que tu détestes, quoi. Exactement. Et alors que c'est ça le problème. Parce que formater, parce que la plupart des membres de la diaspora, ils ont été formatés dans un univers qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est l'univers entrepreneurial. Ceux qui ont grandi en France, ils connaissent pas. Ceux qui ont été à l'école, ils n'ont pas été formés à l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas été formés au modèle économique, à gagner de l'argent. Tout ça, ils n'ont pas été formés. La plupart de ceux qui veulent venir, c'est des gens qui pensent que ils vont venir s'installer en Afrique, que ça va être un moyen pour eux de réussir. Faut pas se mentir. Ils viennent pas dans le sens où ils disent, sauf que, oui, tu peux réussir en Afrique. Bien même. Mais d'abord, investis sur ta personne. Comprends l'écosystème dans lequel tu vas aller, sois prêt à donner de ta personne dans cet écosystème-là, et tu trouveras en face de toi des gens qui seront eux aussi ouverts et qui seront prêts à t'accueillir et à te donner les clés pour que tu réussisses. Sans ça, c'est pas possible. Et c'est ça que j'essaie justement de véhiculer à travers MS Consulting, pour que les gens comprennent, qu'ils aillent lire les e-books, qui se préparent. Et en même temps, quand tu dis que tu as écrit 200 e-books, bon, les gens peuvent prendre ça mal, mais tu m'as envoyé déjà l'un de tes e-books qui parle des tabous financiers, en fait, en Afrique. Et c'est pas comme si c'est des gros livres, hein. C'est juste des e-books de 9 pages, de 10 pages, qui résument un petit peu le principe d'une thématique bien spécifique. Et du coup, ça fait qu'au lieu de lire un livre, par exemple, à 500 pages avec plusieurs chapitres différents qui peuvent ne pas avoir aucune relation entre eux, l'idée, je pense, c'était de faire des e-books de thématiques variées pour pouvoir, en fait, spécifier la problématique et apporter une solution basique. Par exemple, ton e-book sur les tabous financiers que j'ai lu, en fait, c'était intéressant et c'était aussi très court. Tu peux développer, si tu veux, pour les gens qui nous écoutent, les tabous financiers que tu as pu déceler en Afrique, qui peuvent avoir des impacts négatifs sur notre manière entrepreneuriale et même sur notre manière de voir. Exactement. Et écoute, t'as tout à fait raison. Quand je dis e-book, c'est vraiment non, on parle pas des livres de 200 pages. Hein. Voilà, c'est pas des livres, c'est pas des pavés, ça m'intéresse pas parce que moi, en tant qu'autodidacte, je veux que les gens comprennent tout de suite comment faire l'argent. Qu'ils comprennent tout de suite quelles sont les anticipations à mettre en place pour gagner de l'argent. Parce que le discours philosophique sur la richesse, tout ça là, on s'en fout. Tu vois, ce qui compte, finalement, c'est de savoir comment gagner de l'argent. Après, on philosophe. Il n'y a pas de problème. Sur les tabous financiers, ce que j'ai voulu montrer, d'ailleurs, le premier e-book dans lequel je raconte un petit peu aussi une partie de ma vie, de comment j'ai fait le passage moi aussi, c'est guérir ensemble. D'ailleurs, ça a été le thème du premier podcast que j'ai fait, Guérir ensemble, pour ensuite aller vers les tabous financiers. Les tabous financiers, c'est quoi? Nous, en tant qu'Africains, malheureusement, on ne veut pas se dire certaines vérités, mais c'est le cas. On vit constamment dans les tabous. Les tabous parce que dans la famille, il y en a un qui a de l'argent, et tout le monde attend qu'il lui donne. Mais finalement, comme il donne pas à tout le monde, les choses se passent mal et finalement, ça devient un problème majeur dans la famille. Parfois, c'est pas... Voilà.
ou alors il y en a un qui a, mais il sait que comme il doit assumer tout le monde, finalement il se cache et il disparaît et personne n'a de nouvelles de lui, et finalement la famille, encore une fois, voilà, c'est que des tabous comme ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas intégré que en fait ces tabous financiers sont dus à des problèmes qui datent de très longtemps. Qui date même de l'époque de l'esclavage et de la colonisation. C'est un peu en relation avec notre modèle sociétal aussi, quoi. Exactement, avec notre modèle sociétal. Quand on a passé un traumatisme comme ça, la moindre des choses, c'est que quand vous voulez créer de la valeur et que vous voulez créer une structure, une société, c'est déjà de faire le diagnostic de sa personne pour savoir qu'est-ce qui va en soi ou qu'est-ce qui ne va pas. C'est la première. Je dis souvent, les gens veulent investir des centaines de milliers d'euros dans des affaires, mais ils osent pas ou ils ont peur d'investir sur leurs propres problèmes internes. Si tu n'investis pas sur ta propre personne pour déjà résoudre ce que j'ai dit au départ, guérir de tes maux, c'est-à-dire guérir des blessures que tu as pu avoir, qui sont enfouies en toi, parce que ces blessures-là, tôt ou tard, sortiront dans ton entrepreneuriat. Et finiront par te causer des problèmes. Pourquoi? Parce que si tu as une blessure en toi que tu n'as pas encore guérie, forcément, avec ton personnel, tu vas être aigri, tu vas moins gérer les problèmes, tu vas moins ça, tu vas être moins tolérant. Finalement, ton entreprise va échouer, mais pas à cause du fait que tu n'as pas un bon business, mais parce que t'as pas su gérer tes émotions, t'as pas su gérer ta personne, et finalement, l'entreprise tombe en déclin, pas à cause du projet, mais à cause de toi, mais tu n'es pas au courant. Pourquoi? Ça, c'est déjà ça que je dis. Il faut déjà guérir ces tabous. En même temps, ensuite, c'est pas le projet qui fait la personne, mais c'est la personne qui fait le projet, quoi. Qui fait le projet. Ouais. Exactement. Et quand tu vas dans les tabous financiers, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui entreprennent et ils sont en désaccord total avec l'argent. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner de l'argent, mais ils détestent l'argent. Ouais, mais c'est comme les gens qui détestent les capitalistes, qui se disent tous les milliardaires, c'est des faux types, c'est des corrompus. T'as compris. On ne peut pas gagner l'argent comme ça de manière éthique et morale. Donc, ils veulent être riches, mais ils n'ont pas la mentalité d'un riche. Alors que, je dis ça dans d'autres books qui s'appellent la visualisation, tu ne peux réaliser qu'après avoir visualisé. Donc, la réalisation n'est que la suite logique de la visualisation. Donc, si tu visualises pas, si tu te vois pas en riche, comment tu crois que tu vas devenir riche? Tu ne seras jamais. Ça sert à rien. Parce que, faut croire d'abord avant d'avoir, quoi. Mais oui, c'est la base. C'est comme Dieu. Il faut d'abord croire en Dieu avant de le voir. Ouais, tu comprends? Ouais. Donc, la visualisation, c'est une étape pour la réalisation. Et dans les tabous financiers, tu peux pas devenir riche, t'entreprends un projet, alors que dans ta visualisation, tu détestes la richesse. Dans ta visualisation, tu détestes les gens riches. Tu dis que je déteste l'argent, mais il me faut de l'argent pour survivre, quoi. Exactement. Donc, à chaque fois, ton projet échoue, pas parce que le projet n'est pas bon, mais parce que tu as un problème interne que tu n'as pas réglé. Et ça sera le cas, à chaque fois que tu vas entreprendre, tu penseras que tu as un problème. Et que tu penseras que j'ai la poisse, je réussis jamais ce que j'entreprends. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est un cheminement. Tant que tu n'as pas réglé le premier problème, le deuxième problème, ça passera pas. Et donc, une fois que tu as réglé, t'as guéri tes problèmes, tu règles tes tabous, les tabous financiers. Il faut avoir aucun problème avec l'argent. L'argent, oui, l'argent, c'est un outil. Une fois que tu as compris que c'est un outil, tu n'es plus obsédé par l'argent. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre à travers, par exemple, ce que j'explique dans les books, c'est que l'argent, c'est juste la conséquence d'un travail qui a été bien fait. Et sur le cheminement, l'argent, c'est le dernier roue de la carrosse, en fait. L'argent, il y a des gens qui vont penser à l'argent, parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils vont penser à l'argent. Non! En fait, quand tu veux faire de l'argent, pense à ce qui va ramener à l'argent. C'est-à-dire, pense au projet. La valeur ajoutée que tu amènes, que tu proposes. Merci. Et ça, c'est le plus grand problème que les gens ne comprennent pas. Et finalement, ils ont un rapport très, très biaisé avec l'argent. Soit ils sont dépensiers, mais ça, c'est dû aussi aux problèmes qui sont un peu liés à notre passé esclavagiste et tout. Mais
Ça, je l'explique un peu dans l'e-book en disant que pendant des siècles, on a été empêché de gérer nos propres fonds. Donc, finalement, le moment où on a eu la capacité de les gérer, ça nous a brûlé les doigts. Ouais, tu comprends? Donc, il faut réapprendre. Ça nous permet de nous valoriser. C'est comme les rappeurs qui mettent des trucs, des diamants, des véhicules chers parce qu'ils disent que ça donne de la valeur, quoi. Exactement, parce que en fait, si tu veux être privé de gérer quoi que ce soit pendant des siècles, bah c'est quand même un traumatisme profond qu'il faut gérer. Parce que malheureusement, à cause de ça, on a envie, même quand tu vois bien la différence, hein, quand l'Africain a, pas tous, ceux qui ont fait le travail sur eux, savent de quoi je parle. Faut absolument que les gens sachent que t'as. Ouais. C'est presque une maladie. Faut absolument. Si on sait pas, au fond de toi, tu te sens pas. Alors que justement, quand tu as, c'est pas important que les gens le cherchent ou pas, parce que si au fond t'as guéri tes blessures, le fait que toi tu sais que tu es riche, le fait que toi tu sais que tu es épanoui, suffit largement. Non, parce que les gens cherchent la validation des autres, en fait. Il y a des gens qui deviennent des personnes de réussite uniquement pour pouvoir, en fait, impressionner, parce qu'ils se disent que si je gagne de l'argent, je serai finalement accepté par telle femme, par telle communauté. Exactement. Ils achètent, en fait, l'accès par rapport à l'argent. Ils prennent leur richesse comme une opportunité de gagner accès à une personne ou à une communauté et de faire une bonne impression sur les autres. Alors que normalement, ils doivent voir l'argent comme un outil. Quand on voit l'argent comme un outil, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. C'est-à-dire que cet outil-là, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Et pour l'utiliser, la communauté, c'est là où la communauté joue un rôle. Et c'est pour ça que j'ai écrit un autre e-book qui s'appelle Réveillons-nous, mettons en avant notre force économique. Parce que, en fait, toutes les communautés s'enrichissent sauf nous. Pourquoi? Parce que justement, comme nous, on a un rapport biaisé de l'argent, on ne comprend pas que l'argent, c'est un mécanisme, et que ce mécanisme-là, une fois qu'on a trouvé le cheminement de ce mécanisme-là, si on se met en communauté, on devient riche tout de suite. C'est même pas dans 1 an, dans 2 ans. Non, on devient riche automatiquement, tout de suite. Pourquoi? Parce que le mécanisme, en réalité, dès que tu l'as enclenché, c'est comme quand tu appuies sur le champignon d'une voiture. Si tu as enclenché la première, si tu appuies, automatiquement, ça roule. Mais si tu es un point mort, tu as beau appuyer toute la journée, ça avance pas, la voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Prenons un exemple. Pour quelqu'un, je parle d'une communauté. Tu prends l'exemple, allez, de 200, 300 ou 3000 Habib comme toi, et comme moi, Madjer, qui ont compris le modèle de l'argent, à quoi sert l'argent, pourquoi il y a l'argent, et qu'est-ce que l'argent comment l'argent peut être utilisé pour renforcer la communauté, renforcer les liens et autres. Il suffit que ces 300 personnes décident de mettre chacun, comme je t'ai dit la dernière fois, un peu pour créer une valeur qui sera consommée par les 300 personnes. Ça suffit, en fait, c'est automatique. Admettons que toi, on est 300, les 300, chacun met, j'ai envie de dire 2000 euros. Ça fait quoi? Ça fait 600 000 euros. 600 000 euros, on ouvre un petit magasin, comme vous avez fait là, 5 champs, où vous mettez tous les produits de consommation pour ces 300 personnes, et que les 300 personnes décident de n'aller nulle part ailleurs pour acheter leurs produits, à part dans leur propre magasin à eux, dans lequel ils ont des parts. Oui, donc, la protection, ouais, le nationalisme. Ouais. Tu préférais ses produits sur les autres. Tu comprends? Ça veut dire que vous avez construit un business à 300 et le magasin, tous les mois, il a au minimum 300 clients qui dépensent au minimum, on va dire 50 000. T'imagines? C'est la richesse automatique. C'est communautaire. Et pourtant, dans notre religion, Dieu le dit tout le temps. La mosquée, vendredi, c'est la communauté. La prière en communauté. ça. Communauté. Mais non, sauf que nous, mais on a une idée. Sur l'argent. Voilà, pas sur l'argent. Pas sur l'argent. Voilà, nous, on a une idée. Non, il n'y a pas de communauté sur l'argent. Non. Parce que chacun veut réussir seul.
Je veux réussir seul. Pourquoi? Parce que justement, on a ce problème mental, presque psychologique, presque une maladie, qui est dans l'esprit de la majeure partie des gens qui dit que richesse égale supériorité. Supériorité égale autorité. Donc, la plupart des gens donnent une affiliation à la richesse qui est fausse, c'est-à-dire une affiliation de domination, non pas de domination économique, mais de domination intrinsèque, humaine, c'est-à-dire écrasante. Je suis riche, je vais t'employer, je vais te mettre en dessous de moi. Même si tu as des qualités, je vais jamais mettre tes qualités en avant. Je vais toujours les mettre en dessous parce que il faut que tu me serves là où tu es. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que même dans l'écosystème de la communauté ici en Afrique, tu ne vois jamais, ou c'est très rare, de voir un patron mener ses employés vers le haut. Tu vois? Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je rencontre les jeunes, je leur dis, ils viennent me voir et me disent, mais est-ce que on peut, quand tu es dans ta société, est-ce que nous, on peut avoir, tu peux nous mettre dedans? Et je dis non, faites votre propre société. Mais ils y croient. Déjà, ils ont été formatés pour être des employés, quoi. Oui. Des gens, des mendiants, quoi. Est-ce que tu peux, tu vois? Oui. Est-ce que tu peux nous aider? Et en plus, ils me disent quoi? Tu veux combien dans ma société? Je dis, mais je veux rien. Je veux rien dans ta société. C'est ta société. Tu fais ce que tu veux avec. Et moi, les contrats, moi, je suis dans ma société. Les contrats, quand ils arrivent, il y a plusieurs sociétés. On les distribue entre les sociétés qui peuvent faire le travail. Tu t'enrichis. T'as pas besoin de moi et j'ai pas besoin de venir dans ta société. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu rends ce type de service aux personnes pour qu'ils deviennent riches, ils pensent forcément que il faut que absolument que toi aussi tu t'enrichisses. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le mécanisme de la richesse, il est dans le fait d'être totalement indifférent à l'argent, mais de comprendre que l'argent c'est un mécanisme et que ce mécanisme-là, c'est juste quelque chose qu'il faut appliquer dans un environnement. Et tu peux être dans le même environnement qu'un riche et être pauvre si tu appliques pas le mécanisme du riche. Parce que les mêmes, comme je dis, les mêmes causes font les mêmes effets. Si tu es pauvre et que tu fais tous les jours ce que fait un pauvre, ne t'attends pas à être riche, même si tu le regardes tous les jours. Tu vois? Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est déjà de pousser mentalement les membres de la diaspora, les locaux, à changer leur mindset, à comprendre c'est quoi l'écosystème de l'argent, à comprendre c'est quoi l'écosystème de l'entrepreneuriat. Ensuite, une fois qu'ils ont compris ça, ça devient un développement personnel. Ça veut dire qu'ils changent déjà mentalement, ils changent psychologiquement, ils ont une vision totalement différente de l'argent, ils ont une vision totalement différente du monde dans lequel ils vivent, une vision totalement différente des individus. Du coup, l'individu devient plus important que l'argent, parce que l'individu, c'est celui qui va te donner peut-être la capacité de pouvoir scaler tes process. Donc, ça devient dans ton mécanisme quelqu'un de très important, plus que l'argent. L'argent, c'est juste le moyen qui va permettre au moteur d'avoir de l'huile. Mais c'est pas l'argent qui va faire fonctionner le moteur. D'accord? Le moteur, c'est la relation que tu vas avoir avec les gens, c'est la formation que tu vas avoir, c'est le savoir que tu vas avoir, etc., etc. Donc, grosso modo, c'est ça. Oui. En même temps, on en a parlé un peu rapidement, mais je pense que la responsabilité, elle est partagée du sens que d'habitude, les entrepreneurs partagent uniquement que les success stories, genre les histoires de réussite. Tout le monde va parler de l'histoire de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, des personnalités connues, sachant que c'est comme les joueurs professionnels. Il y a que 10% des joueurs qui deviennent professionnels, alors qu'il y en a 90% qui galèrent à gagner leur vie. Et pourtant, on se focalise sur les 10% qui réussissent. Et je pense que ce serait bien que les gens, en fait, montrent un petit peu ce côté, pas négatif, mais genre les histoires qui échouent, qu'est-ce qu'ils ont appris de ces erreurs et faire sorte que ça soit pas tabou, quoi, que l'échec fait partie de l'expérience humaine. Il faut échouer pour réussir dans la vie, les deux vont de pair. Mais on a rendu l'entrepreneuriat tellement attractif en donnant des histoires romantiques, des histoires de réussite, tu vois, les véhicules de haute gamme, les vêtements, l'argent, les voyages, alors que derrière, ça fait un sacré travail, ça demande une détermination et un travail absolu, quoi. Et du coup,
qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment sensibiliser sur les failures historiques, pas uniquement sur les success stories, mais sur les histoires d'échecs et les rendre non tabous pour que les gens puissent savoir que c'est pas aussi rose que ça, c'est pas aussi beau que ça demande du travail, c'est pas anodin en fait que certaines réussissent et d'autres échouent. Alors ça, il y a plusieurs choses. Les success stories, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que la mentalité de l'humain est faite de telle sorte que ce qu'il pense, ce qu'il imagine, c'est ce qu'il va vivre. Si tu es constamment en train de penser à être riche et que tu finis par faire les efforts nécessaires, tu finiras par l'être. L'autre côté, si tu penses, c'est pour ça que la plupart des gens n'aiment pas trop le négatif. Pourquoi? Parce que quand tu penses tout le temps négatif, ça peut te mener vers le négatif. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose où, pour moi, il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Dans le sens du terme, oui. Voilà. Pour moi, l'échec dans l'entrepreneuriat, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, l'échec n'existe pas. C'est comme tu vois, par exemple, je dis souvent aux gens, toutes les personnes qui sont croyantes sont des entrepreneurs. Toutes les personnes qui sont croyantes dans leur foi, toutes les personnes qui ont la foi, c'est des entrepreneurs. Comment c'est des entrepreneurs? Parce que c'est des gens qui ont un idéal, qui est Dieu, qui ne voit pas, qui est loin, mais en même temps proche, d'accord? Qui font des efforts constants pour atteindre cet idéal-là. Et les efforts qu'ils font, c'est des efforts, des échecs, des épreuves qui vivent constamment, qui sont affiliés à l'effort d'un entrepreneur, qui rencontre tous les jours pour atteindre son but qui est l'idéal. Et ces efforts-là... mais je veux dire, c'est ça ce que je dis par le mot échec, c'est que, en fait, ce sont les personnes les plus élevées spirituellement qui sont les plus éprouvées. Mais ça ne veut pas dire que parfois on ne questionne pas. T'as compris. On ne questionne pas. Parfois ça nous arrive de questionner Dieu. Là c'est facile à dire, mais quand tu traverses un moment difficile, imagine tu as un cancer, tu as perdu ta maman et tout. Dans ces moments-là, oui, tu ne vas pas dire que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Tu ne vas pas dire que la foi, c'est vraiment croire en Dieu de manière absolue et de manière... en fait, de manière où tu questionnes rien du tout. Parfois, ça nous arrive de questionner. Et je pense que ça fait partie de l'épreuve aussi de la foi et de l'entrepreneuriat. Mais quand tu traverses ces moments-là, c'est un peu difficile de dire l'échec, ça fait partie de la vie, quoi, parce que tu es au fin fond du gouffre. Mais c'est une expérience. Tu sais, la vie, en fait, l'être humain, ce qui est magnifique chez l'être humain, c'est que il est fait, c'est un socle d'expérience. C'est-à-dire que, en fait, déjà, pour ça, faut comprendre l'humain. Et quand tu comprends l'humain, et c'est pour ça que je te dis, il y a pas d'échec, et c'est pour ça que je te dis aussi qu'on peut parler de ça. C'est-à-dire qu'on peut parler de ces expériences-là, quand on les a traversées, on peut en parler parce que c'est une force. Parce que c'est ces expériences-là qui te donnent de la force. C'est ce qu'on dit souvent. On dit que les périodes difficiles font les hommes forts. Alors que les périodes faciles font les hommes faibles. Tu vois? Donc ça veut dire que plus tu vas traverser des difficultés, plus tu vas avoir un mindset fort. Parce que le mental, en fait, les difficultés vont forger ton mental. Maintenant, l'échec, elle est où dans l'entrepreneuriat? Comme dans la vie. L'échec, elle est quand tu abandonnes. Quand tu abandonnes. Par exemple, dans la vie, les épreuves que quand tu décides d'abandonner, tu finis par te suicider, t'as décidé d'abandonner. Alors que, si tu avais pas abandonné, tu aurais surmonté l'épreuve. Et l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Il faut se dire que, je vis une situation difficile. Dans cette situation difficile, qu'est-ce que cette situation difficile m'apprend pour que demain, à l'avenir, ou dans mon entrepreneuriat, ça soit une force pour moi. Parce qu'en vérité, les épreuves, dans l'entrepreneuriat comme dans la vie, c'est jamais des épreuves dans le néant. C'est jamais des épreuves qui sont là juste pour te faire du mal. Non, au contraire. C'est pour te polir. Pour travailler le fer, et il faut le chauffer à des températures élevées. Et forcément, l'être humain aussi, pour le polir, il faut passer des épreuves difficiles pour pouvoir arriver à ce stade-là. Et donc, justement, l'entrepreneuriat, c'est ça que ça t'apprend. Le jeune qui voit l'aspect de la beauté, etc., cet aspect-là, c'est juste l'aspect attirant de l'entrepreneuriat.
Mais quand la plupart des gens, d'ailleurs, j'ai souvent une discussion avec ma femme, elle me dit, tu m'as bluffé, tu m'as fait croire que quand je te vois vivre l'entrepreneuriat, je la vis avec toi et tout, etc. Mais en vérité, je savais pas comment c'était. Je savais pas comment c'était. Tu m'as bluffé. C'est incroyable. C'est super dur. Oui, c'est dur. C'est trop dur. J'en connais quelque chose là. Je t'ai expliqué, mais c'est trop dur. C'est super dur. Mais dès qu'elle fait quelque chose de positif, elle oublie le truc super dur. Et c'est ça qui est magnifique, justement. Parce que c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu as franchi une étape. Mais le problème qui se passe, qui fait que les gens échouent vraiment dans l'entrepreneuriat, mais vraiment échouent, le mot, parce que faut pas oublier l'aspect qu'il y a des gens qui ont entrepris et qui n'ont jamais réussi. Oui, c'est pour ça que je dis l'échec a du sens. Mais ces gens-là qui n'ont jamais réussi, tu sais pourquoi ils n'ont jamais réussi? Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé? Non, déjà ils ont renoncé, mais surtout, ils ont oublié une catégorie principale de l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage continu. C'est-à-dire que quand tu entreprends, tu dois, en plus d'entreprendre, continuer à apprendre sur les gens qui ont réussi, continuer à apprendre sur l'objectif que tu t'es fixé, comment tu dois y faire pour y arriver, continuer à apprendre et à travailler sur ta personne, continuer à apprendre à travailler, à acquérir de la connaissance et pour mieux surmonter les futures épreuves, pour mieux surmonter les futurs problèmes que tu vas avoir. Parce que dès que tu arrêtes ça, forcément, tu n'as plus d'armes pour te défendre. Et quand tu n'as plus d'armes pour te défendre, c'est souvent là où la plupart abandonnent, finissent par mourir, leur entreprise finissent par échouer et ils recommencent pas. Parce qu'il faut pas oublier une chose, hein. C'est pas parce que tu as perdu une entreprise que c'est fini. Tu sais combien d'entreprises j'ai créées, que j'ai perdu avant de créer. Je peux même pas l'expliquer. Il y a des gens, si je leur dis, ils vont même pas me croire. Mais c'est partout. Voilà, ils vont même pas croire. Les grands entrepreneurs, ils ont échoué tellement avant de réussir. Ils ont tellement échoué, ils ont beaucoup échoué avant de réussir. Exactement. Mais c'est toujours mieux de parler que de l'aspect positif. Pourquoi? Parce que c'est que c'est comme il y avait un de mes élèves avec qui je discute et c'est lui qui me prend pour son mentor, mais je pense plutôt que c'est un ami moi, mais qui aime bien mes conseils. Et il m'avait envoyé des idées qu'il avait écrites. Et dans ces idées, il avait mis 40 raisons pour ne pas entreprendre. Ok. Donc, il avait énuméré, la question, quoi. Il avait énuméré 40 raisons pour ne pas entreprendre. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. J'ai dit, attends, il faut que j'écrive des e-books. J'ai écrit 40 e-books qui sont 40 raisons pour entreprendre. Ouais. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, juste le fait d'écrire ça, ça peut tuer des ambitions. Ça peut tuer des envies. Ça peut tuer quelqu'un qui est dans le gouffre, qui est dans une situation compliquée, mais qui regarde, qui dit, mais c'est normal, qui va se donner des excuses. Parce que dans des 40 raisons, il y en a forcément une qui va être... Ouais, mais en tout cas, moi, je suis content que les deux, ça existe déjà. Il t'a écrit les 40 raisons pour ne pas apprendre et les 40 raisons pour apprendre parce qu'en fait, on n'est pas façonné de la même manière. Il y en a certains, en fait, qui sont plus motivés par, en fait, les négatifs et d'autres qui sont motivés par le positif. C'est comme, par exemple, à Paris, par exemple. Tu vois la différence entre l'histoire que les gens vendent sur les téléréalités françaises, les cinémas, Paris, ville touristique, ville des Lumières. Mais quand tu viens sur place, tu vois qu'il y a un décalage entre l'histoire qu'on t'a vendue et la réalité. Et là, tu te dis, attends, qui dois-je blâmer? Est-ce que je dois blâmer, en fait, la ville qui essaye de se vendre et qui essaye de générer de l'argent à partir de ces touristes qui viennent? Ou est-ce que je dois me blâmer pour être naïf, illusoire au lieu d'être réaliste? Et du coup, tu vois, tu es un peu perdu. Il y a une grosse différence. Tu as l'impression qu'on t'a arnaqué. Il y a des endroits qui sont plus sales que ici à Paris, plus sales que Dakar. Il y a des endroits où on t'amène là-bas la nuit. Tu aurais dit que c'était à Médina, quoi. Exactement. C'est pour ça que je dis aux gens souvent, quand je leur dis,
Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous ici? Pourquoi t'es pas en France? Je dis, mais mon gars, toi, t'as l'idée de la France, t'as l'idée happy end. Ouais, c'est pas la vraie vision réalité. de la France, de la belle France. Mais moi, j'ai vécu là-bas. Je sais comment c'est la France. Donc, pour moi, les Almadies, comment ils s'appellent comment ça s'appelle quand on va vers Sali, Ngaparou. Pour moi, ça, c'est mieux que la France. Ça, ouais, c'est mieux. Ouais. Je te dis, oh là. Et du coup, c'est tout ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut être réaliste, quoi. Faut pas croire toutes les histoires qu'on vous vend, que ce soit dans l'entrepreneuriat et tout. Tout n'est pas rose, quoi. Faut toujours chercher le côté. Absolument pas. Tout n'est pas rose. Ça, c'est clair et net. Tout n'est pas rose. Mais pour ça, il faut avoir les outils. Parce que, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu as raison dans le sens où tu dois être conscient que tout n'est pas rose. Et c'est pour ça, justement, que c'est intéressant de s'instruire, c'est intéressant de comprendre l'écosystème, tout l'écosystème, parce que si tu comprends que c'est pas rose tous les jours, tu seras plus préparé au moment où ce sera pas rose, tu vois. Mais si tu as, je pense que c'est ce que tu voulais développer, mais si on t'a toujours inculqué que tout est rose, tout est magnifique, tout est le jour où tu vas avoir une difficulté, ça va être un choc, tu vois. Ça va être un choc, ouais. Ça va être un choc pour toi. Et c'est pour ça que justement, c'est la base, là, vraiment, pour parler de manière tout à fait posée et tout à fait autodidacte. Prenons l'exemple d'un homme, une femme sénégalais ou sénégalaise de l'extérieur ou de l'intérieur qui a réussi à économiser l'argent qu'il faut pour investir. Partons dans ce principe-là. Il a c'est 100 millions, c'est 50 millions, c'est 10 millions, c'est 15 millions, c'est 100 000 euros, c'est 50 000 euros, c'est 20 millions, c'est 20 000 euros pour investir. Maintenant, pour lui, il a l'argent. Il veut investir. Mais je dis à cette personne-là, calme-toi. Ok, tu as l'argent. Que ce soit un peu, moyen ou beaucoup. Ton argent ne sert à rien si dans ta tête, toi, tu ne sais pas. Ça ne sert à rien, ton argent. Parce que ton argent, tu vas aller le brûler. L'argent, c'est quelque chose qui va te brûler les mains si tu n'as pas compris comment fonctionne l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas compris. D'abord, prends tes 50 ou tes 20 millions, prends-les, mets-les dans un coffre. Sur ça, prends 5 000 euros, d'accord? Ces 5 000 euros-là, va te former. Va te former. Tu as 5 millions, sur tes 5 millions, prends 500 000, va te former. D'accord? Une fois que tu t'es formé, que tu as lu, que tu as appris, que tu as fait les formations nécessaires dans le domaine dans lequel tu vas investir, une fois que tu as les éléments clés du domaine dans lequel tu vas investir, une fois que tu as tout ça, là, tu vas aller investir. Mais si tu investis, si tu avais à la base 10 millions et que tu as mis 3 millions sur toi et que tu investis 7 millions, tu auras plus de chances de réussir avec 7 millions qu'avec 10 millions au départ quand tu savais rien. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Parce que la plupart, ils pensent que l'argent suffit pour gagner de l'argent. Alors que non. L'argent suffit pour gagner de l'argent pour quelqu'un qui a compris et qui est arrivé à un certain niveau. Son argent, il va l'utiliser pour gagner de l'argent. Mais toi qui dois partir de rien pour gagner de l'argent, toi, c'est pas l'argent qui va faire l'argent. C'est ton cerveau qui va faire l'argent. C'est pas pareil. Du coup, je peux te parler toute la journée, Madiar, mais là, on est un peu tenu par le temps. J'aimerais juste que tu me parles de ton séminaire que tu prépares avant qu'on boucle. Parce que je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, mais ouais. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de tout. Oui, le séminaire. Alors, le séminaire, comme je disais, c'est un premier séminaire que je fais. Déjà, pour faire cette liaison entre les entrepreneurs sénégalais et ceux de la diaspora. Donc, j'ai pris 50 universitaires et je vais inviter, on va faire la communication là-dessus pour qu'il y ait du présentiel parmi les membres de la diaspora, mais aussi du distanciel parmi ceux qui ne peuvent pas être présents
pour participer justement à ce séminaire qui va parler de l'entrepreneuriat, qui va parler de l'investissement en Afrique, qui va parler aussi du lien qu'il peut avoir entre les entrepreneurs, tout ce qu'on a élaboré ici, qui va parler des liens qu'il faut avoir entre les locaux entrepreneurs et les membres de la diaspora, parce que les locaux, attention, je préviens tout de suite les membres de la diaspora, les locaux, j'ai vu des gens, ils ont des idées, mais qui valent des millions et des milliards. Des milliards, je te dis. Actuellement, je suis avec quelqu'un, ses idées, c'est des milliards. Maintenant, si un membre de la diaspora sait ça, a les moyens, mais ne serait-ce que 10 000 euros sur quelqu'un comme ça, mais c'est jackpot. C'est jackpot. Mais quand tu sais pas, tu vas venir, tu vas ouvrir un kebab ou une chicha comme ils font la plupart. Voilà quoi. Rien de nouveau dans l'univers, tu vois. Même pas assez quoi. Donc voilà, grosso modo, c'est plutôt un séminaire qui va permettre de faire le contact, qui va permettre de créer le lien entrepreneurial entre les deux. Et après, on va pouvoir diffuser cette information-là à travers nos réseaux, pousser les gens à s'éduquer à travers ce qu'on a déjà mis en place et être le relais d'investissement entre ceux qui veulent investir et ceux qui sont déjà sur place, qui ont l'expérience, l'expertise, et faire le lien entre ces deux-là pour que le membre de la diaspora investisse intelligemment et qu'en même temps qu'il permette à un membre local qui a une expertise de pouvoir aussi l'aider à s'en sortir à travers son savoir-faire et à travers son projet. Donc c'est un lien qu'il faut faire. Si on le fait pas... Ok, non, je suis d'accord. Et maintenant, pour les gens qui nous écoutent, je mettrai les liens dans les show notes, mais comment ils pourront en fait obtenir les e-books? Est-ce que tu as un site ou quelque part où ils pourront commander ou accéder à ces e-books? Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu vas mettre en place pour ça ou... Effectivement, il faut juste qu'ils aillent sur mon Instagram, qu'ils envoient, qu'ils prennent contact. On va les rediriger prochainement vers le site internet où il y aura tous les e-books qui seront. Et c'est l'histoire, c'est de créer vraiment un club. Hein. C'est pas de créer des gens qui viennent acheter le e-book, c'est pas ça. C'est de créer un club de gens avertis, de gens qui font passer d'abord le savoir avant d'aller aveuglément dans le business, de créer ce club-là, permettre à ces gens-là de venir s'instruire, de comprendre et de les mettre en lien à travers ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris, vers d'autres personnes qui ont appris les mêmes choses et compris les mêmes choses pour avoir une meilleure réussite entrepreneuriale en Afrique. Et de pouvoir venir s'installer et de faire cette fois-ci le retour en Afrique de manière intelligente et totale. Ouais, non, c'est toujours un plaisir, mon gars, de t'avoir. Merci, on peut parler toute la nuit, mais bon, effectivement. Il commence à faire tard là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. Surtout que toi, t'es en France, donc. Ah non, t'inquiète pas. Est-ce que juste un dernier mot rapidement, disons en 1 minute rapidement, un dernier mot pour les gens qui nous écoutent, des mots d'encouragement. Moi, le sujet des encouragements, c'est surtout à toi, Habib. Franchement, bravo pour ce que tu fais. Tu permets à beaucoup de gens de parler. Tu deviens un endroit où vraiment les gens ont envie de faire des échanges. Et moi, vraiment, t'es quelqu'un que je veux qu'il soit avec nous dans ce qu'on va mettre en place. Que tu participes avec nous dans ce qu'on va mettre, parce que je sais que tu as plein d'idées. On avait déjà fait pas mal de trucs ensemble et tu as pas mal d'idées et je pense que tu serais vraiment quelqu'un d'important dans le cercle qu'on est en train de mettre en place, dans l'accompagnement, dans même podcast que tu fais, permettre aux autres d'avoir la parole. Si moi j'ai un big up à faire, c'est pas moi, sur moi, mais c'est plutôt sur toi. Non, pour que les gens viennent plus vers toi, qui viennent plus regarder ce que tu fais, parce que vraiment, tu es en train de faire vraiment un lien. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que ce que tu es en train de faire, c'est le même système dans lequel on va aller. On va être les deux doigts de la même main, tu vois. Ouais. Donc voilà, félicitations à toi. Franchement, ouais. Bravo Habib, bravo. Malgré que tu n'es pas actuellement au Sénégal, tu continues à faire des podcasts, tu continues à donner de la force. Et tu as une communauté qui te suit et qui va faire que de grossir de jour en jour. Et nous, en tout cas, on va faire de sorte que tu sois
tu sois avec nous, quoi, qu'on Non, avance avec ensemble. plaisir, avec plaisir. De toute façon, on se connaît déjà et moi, si je peux être utile, n'hésite pas, quoi. Franchement, Parfait, c'est moi qui te on est remercie, là pour Habib. ça et je te souhaite le meilleur sur tes projets. Merci, mon Tu frère. feras de belles choses et franchement, continue de toujours d'incorporer ce côté communauté, C'est important. équipe, solidarité, parce que c'est important. Je pense qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de diviser pour régner, quoi. On peut tous avoir notre petit royaume, quoi, quelque part. Exactement. Surtout qu'on a de la place. Surtout qu'on a de la place. Ouais. Merci, Madia. Avec Merci, plaisir, mon gars. ouais. Merci, Habib. Merci. Au plaisir. Les gars, Merci à toi. c'était le Cercle d'Influence Podcast avec mon cher Madia. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love.